Bonsoir, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va faire le bilan de cette année 2022. C'est quasiment fini. On passe sur le tableur, on perd pas de temps ce soir, on y va à fond. La première donnée que j'avais envie de retracer par rapport à cette année, c'est l'évolution de la market cap totale des cryptos. Donc, ce graphique représente tout simplement l'évolution du total des cryptos, donc l'ensemble des crypto-monnaies sur le marché, sur 2022. Donc on a commencé l'année avec à peu près un marché à 2200 milliards de dollars. Comparé à l'or, etc., je crois que c'est quand même assez infime. L'or, c'est pas plus d'une dizaine de milliers de milliards, je crois, il me semble. Le 25 décembre 2022, donc le jour où j'ai pris la plupart de mes valeurs, on est retombé à 770 milliards. On peut se dire qu'on a fait un moins 65% sur 2022. Du coup, dans le prochain live, on fera un petit peu comparatif des années, comment ça a évolué sur plusieurs années. C'est bien de prendre un peu plus de recul. Là, je vous préviens tout de suite, on va regarder que 2022. Je vais vous donner que du négatif. Et j'ai pas... Alors, ça, c'est pas bien de ma part, par contre. J'ai pas eu le temps d'aller chercher des news positives. Du coup, je vous ai répertorié que les hacks et les crashs qu'il y a eu sur cette année. Donc vous êtes fixés, là c'est pas un live FUD ou quoi que ce soit. Moi je crois aux crypto et je pense qu'il y a des projets qui vont continuer de faire des cycles et de performer. C'est pas parce que on vous présente des données, on vous présente des chiffres qu'il faut avoir confiance. Vous pouvez présenter des données ou des chiffres de plein de façons différentes et vous pouvez faire un petit peu dire ce que vous voulez. Sur 2 ans, 25 décembre 2020, 25 décembre 2022. C'est à peu près le moment où je suis rentré sérieusement sur les cryptos. En vrai, la première fois que je suis rentré, c'était en 2019, je crois. Mais je suis rentré sérieusement genre en septembre ou octobre 2020. Septembre, je crois. Septembre, c'était le tout début de PancakeSwap. Et du coup, depuis cette date, en 2 ans, le marché crypto a fait plus 20%. Donc, c'est plutôt bon signe. On voit quand même qu'il y a une tendance qui se dessine sur le marché crypto. Ça a plutôt tendance à monter. C'est cyclique forcément. C'est dur les phases de baisse, mais c'est comme ça. On est obligé de passer par là. C'est quand même sain. Un actif qui fait que monter. Vous savez autant que moi que ça peut pas durer. Et je pense que vous l'avez vécu sur ce cycle-là. En linéaire, ça fait un peu plus flipper. Mais au moins, là, si vous avez envie de vous rassurer ou de vous mettre un petit coup de pied un petit peu dans l'arrière-train, pour pas dire de grossièreté, là, en linéaire, ouais, ça fait quelque chose. Bref, je vais pas passer toute ma vie sur cette donnée. On en a d'autres à passer. J'ai pris la TVL, l'évolution de l'argent qu'il y a sur toute une blockchain, mais j'ai pas pris l'évolution de tout l'argent qu'il y a sur un protocole. Donc ça, on va le faire en direct, pourquoi pas. L'évolution de la TVL totale sur la DeFi. Alors, je le répète une dernière fois, mais ce terme, il est quand même assez connu, on va dire, dans la DeFi. TVL, ça veut dire Total Value Locked. C'est tout l'argent qu'il y a dans quelque chose. Donc là, je parle de la DeFi en global. Début 2022, c'était pas l'ATH. Enfin, il me semble pas en tout cas. On n'était pas très loin de l'ATH. On a été à plus de 200 milliards ou pas loin de 200 milliards. Ouais, on était à 180. Donc c'est pas l'ATH, mais c'est pas loin non plus. Début 2022, 166,6 milliards. 25 décembre 2022, 40 milliards. Donc ça veut dire que sur la DeFi, on a perdu 76%. Donc c'est pire que la market cap totale des cryptos. Est-ce que ça veut dire que du coup, il y a plus d'argent, enfin il y a moins d'argent qui est sorti de la CeFi que de la DeFi, la fameuse finance centralisée? Bah pas forcément en fait. Sur la DeFi, il y a beaucoup de cryptos qui ont perdu énormément de valeur. Il y a le VVS, notamment de la blockchain Chronos. C'est un exemple que j'ai pris un peu plus loin dans la comparaison. Vous allez comprendre pourquoi j'ai cité le VVS. En fait, la DeFi, ça compte pas tout l'argent qui est en dehors des échangeurs centralisés. Si vous avez des bitcoins sur votre ledger, ça va pas être comptabilisé, pardon. Donc certes, il y a plus d'argent qui, entre guillemets, si on regarde en dollars, qui est sorti de la DeFi comparé au marché crypto, mais ça ne veut pas dire pour autant que la DeFi c'est plus utilisé ou quoi que ce soit. Moi je trouve que c'est quand même honorable entre guillemets. La DeFi a perdu 3/4 quand même de sa TVL, mais on va voir plus tard qu'il y a des cryptos qui ont fait des scores beaucoup plus affreux que ça, comme pour la market cap totale. J'ai pris sur 2 ans. Et là, sur 2 ans, par contre, la DeFi, ça écrase largement la market cap, donc la valorisation de toutes les cryptos, puisque sur 2 ans, on a fait plus 1% pour la valorisation de toutes les cryptos, mais sur la TVL de la DeFi, on a fait quasiment plus 200%. Ça veut dire qu'il y a quasiment 3 fois plus d'argent depuis le 25 décembre 2020. Donc, voilà, quand on dézoome un petit peu,
la DeFi semble, je dis bien semble, hein, c'est pas une affirmation, mais la DeFi semble quand même être quelque chose qui intéresse et qui est peut-être preneur pour la suite, on verra. En tout cas, ça va pas disparaître du jour au lendemain, ça c'est une évidence. Au niveau des blockchains individuellement plutôt, on a Ethereum, hein, famoso Ethereum, qui, c'est pas étonnant en fait la perte de TVL qu'il y a eu sur Ethereum, hein, ça suit un petit peu la DeFi. Faut pas oublier que la plus grosse blockchain de DeFi c'est Ethereum, donc forcément c'est celle qui allait être la plus proche de cette valeur. J'ai pris Optimism plus 50% depuis le début 2022. Après, c'est pas très vieux Optimism, donc, ou en tout cas les protocoles qui sont déployés dessus sont pas très vieux. Il y en a qui ont été. Le token a été lancé en fin d'année, donc forcément ça a beaucoup aidé Optimism à récupérer de la TVL. Mais si on regarde depuis le point haut pour la blockchain Optimism, hein, dites comme vous voulez. Le point haut était à 1,07 milliard, donc on voit qu'on a déjà perdu la moitié, hein, mais forcément le point haut c'était pas au tout début de l'année. Par contre, méfiez-vous, le link, quand on a commencé à entendre, c'était même pas des rumeurs, hein, c'était des faits, mais quand on a commencé à entendre qu'il y aurait le staking sur le link, il a pump, mais quand ça a été lancé, il a dump un petit peu. Donc faites attention, il y a peut-être un coup à jouer avec le token d'Optimism, quand il y aura vraiment les annonces véridiques de ça va être lancé et tout. Mais à mon avis, voilà, faut pas non plus trop en espérer sur le moment. Peut-être que c'est un très bon investissement sur le long terme, mais sur le moment, voilà. En nombre d'utilisateurs, oui, la BSC a dépassé évidemment Ethereum. Donc là, j'ai pris que la TVL. Hein. J'aurais pu prendre plus de données, mais je trouve que la TVL, c'est déjà une donnée assez représentative. Mais oui, en termes d'utilisateurs, la BSC est au-dessus. On peut voir aussi en termes de transactions, etc. D'ailleurs, c'est très rigolo, allez sur une petite blockchain genre Solana, Phantom, allez voir les transactions. La blockchain Tron à moins 20%, alors pour moi c'est pas du tout... en termes de données, c'est pas terrible, hein, parce que sur Tron, il y a surtout l'argent de Justinson, on va pas se mentir, et il y a beaucoup de stablecoins aussi sur la blockchain Tron, donc ça aide en fait à garder une certaine stabilité. Il y a quasiment que des Tron et des stablecoins. D'ailleurs, en parlant de stablecoin, est-ce que l'USDD, il vit comment en ce moment? Stable, pas stable? 98 centimes, c'est vraiment pas ouf l'USDD. Hein. Moi, de toute façon, je vous l'ai dit dès le début, j'y crois pas. J'y crois pas du tout à ce stablecoin. Polygon, moins 80%. Voilà, Polygon cette année, c'était vraiment la folie. Malgré un bear market, ils ont fait des partenariats avec Disney, avec, je sais même plus tous les partenariats qu'ils ont fait, mais ils en ont fait énormément. On pouvait récupérer des NFT par rapport à Reddit. J'ai pas de compte Reddit, donc je sais pas exactement comment ça a fonctionné, mais je sais même plus. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur Polygon cette année, je trouve, mais en termes de TVL, ça n'a pas forcément aidé la blockchain. Alors, je parle bien en termes de TVL. Là, si on va voir comment ça s'est passé au niveau des NFT, peut-être que si on regarde les chiffres, ça a explosé sur 2022. C'est peut-être aussi le cas de Solana. Je me suis pas embrouillé, mais vite fait, il y a eu une divergence d'opinion, on va dire, avec quelqu'un sur Twitter par rapport à Solana. Quelqu'un avait dit qu'il était 100% Solana, et en tout cas, enfin 100% exposé à Solana. Moi, je trouve ça un peu bête. Alors, je veux pas dénigrer ou quoi que ce soit, mais quand on voit quand même ce qui s'est passé sur Solana cette année, ouf, c'est vraiment qu'on aime le risque, je trouve. Ouais, donc si on prend la TH, là, on a quasiment du moins 99%. Mais j'ai pris tout début 2022, pardon, on était à 6,680 milliards. Donc grosse baisse sur cette année sur Solana. Après on verra comment ça va évoluer, je suis un petit peu curieux par rapport à ça. Arbitrum, moins 37%. Ils n'ont pas lancé de token ou quoi que ce soit, mais il y a des très gros protocoles qui sont bien développés cette année, je pense à GMX notamment. Donc ça ne m'étonne pas de voir Arbitrum dans le top entre guillemets des blockchains en termes de performance sur la TVL. Phantom, une catastrophe sur cette année. Hein. Phantom, c'est limite du pump and dump qu'il y a eu sur cette blockchain, c'est assez ouf, c'est monté super haut, super vite. Et malheureusement, tout ce qui monte finit par redescendre. Et c'est le cas de Phantom, moins 90%. Il est clairement dans le pire, entre guillemets, des grosses blockchains. Je vais vite voir pour terminer Harmony. Harmony. Et après, on fait les protocoles vite fait. Parce qu'Harmony, ils ont eu le hack sur le bridge cette année. Putain, il reste 5 millions. Il reste que 5 millions sur Harmony. Oh merde. Ah oui, ah non, là, je crois qu'on a le champion. On a le champion de cette année. Harmony, début de l'année, 950 millions. Oh bordel. Oulala. 5 divisé par 950, multiplié par 100, moins 100. Ouf, Harmony a fait fort. Hein. Oh merde. Allez, dernier petit truc avant de passer aux choses sérieuses. C'est
l'euro contre l'USD. Waouh, 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 waouh. Alors, en fait, c'est depuis 2020-2021 que la situation a commencé à s'aggraver. 2022, ça a continué, mais c'est pas si mal. Et d'ailleurs, j'entends personne parler du fait que l'euro remonte. Alors oui, c'est pas vraiment l'euro qui monte, c'est surtout le dollar qui descend. Et d'ailleurs, c'est surtout le dollar qui est monté pendant 2022, certes. Mais quand même, il faut le noter, l'euro est bien remonté. On était à 95 centimes, on est remonté à 1 euro, à 1,06 $. 1 euro égale 1,06 $ actuellement. Ça a pris plus de 10%. J'avais que la date du 31 décembre, mais à la clôture de cette date, 1 euro, ça valait 1,13 $. Et j'ai pris quelques points notables. Donc, la première fois on est passé sous les 1 $, c'était le 14 juillet. Alors en réalité un petit peu avant le 12 et le 13 on est passé ultra légèrement en dessous des 1 $, mais pour moi c'était pas réellement en dessous des 1 $. Et là j'ai fait une petite comparaison de 1000 $, combien ça valait d'euros à ce moment là. Donc au tout début de l'année, 1000 $, ça valait 881 €. Donc clairement, c'était pas le moment pour convertir ces stablecoins dollars. Ou alors c'était pas encore le moment, entre guillemets, pour convertir des euros en dollars. Ça va dans les deux sens, hein, ça dépend ce qu'on veut faire. C'est arrivé à un ratio de 1 pour 1 à peu près au milieu de l'année. Et là, en fait, si vous aviez des euros au début de l'année, bah malheureusement, vous avez quand même, bon, ça se voit par rapport à l'inflation, etc., mais vous pouvez avoir moins de dollars. A l'inverse, si vous avez commencé l'année avec des dollars, vous pouvez avoir plus d'euros maintenant, donc c'est plus intéressant de convertir des dollars en euros, pardon, plutôt que de faire ça, enfin d'avoir fait ça début 2022. J'ai l'impression que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux là sur cette dernière donnée, mais voilà, on voit juste globalement l'évolution de ce que ça donne 1000 $ en euros. Voilà, c'est monté énormément et là ça commence à redescendre. Donc je me suis amusé à aller récupérer le prix des cryptos. Alors pas le 1er janvier parce que j'ai été sur CoinMarketCap. La plupart de mes données viennent de CoinMarketCap, donc petit disclaimer, il se peut qu'il y ait une coquille dans les données ou quoi que ce soit, donc ça peut fausser des calculs. Dans le top 20, donc ça concerne que Cro et Algo, je les ai mis en orange parce que eux, c'est des cryptos qui sont sortis du top 20 sur 2022. En vert, c'est les cryptos qui sont restés dedans, et en orange, c'est les cryptos qui sont toujours dedans mais qui ont baissé. En dessous du top 20, bah c'est un peu spécial, hein. En vert, c'est les cryptos qui ont monté. En orange, c'est les cryptos qui n'ont pas bougé ou qui ont baissé. Et bon, en rouge, voilà, c'est les cas extrêmes. C'est les cas extrêmes, UST, FTT, VVS aussi, de la blockchain Chronos. Qu'est-ce qu'on peut noter? Bon, je sais qu'il y a pas mal de fans de EGLD, je sais pas s'ils sont forcément là sur le live. N'hésitez pas à vous manifester. EGLD était à 240 $ au début de cette année. Voilà, bon, c'est chaud quand même. Donc on va voir d'abord l'inflation. Donc Bitcoin a eu moins d'inflation que Ethereum. Évidemment, c'est des données qu'il ne faut pas prendre comme quelque chose de sûr. Il y a de grandes chances que ce soit pas trop loin de la vérité. Il peut y avoir une coquille dans les données de CoinMarketCap. En réalité, le champion dans la catégorie, c'est le VVS. C'est peut-être pas la crypto qui a eu la plus grosse inflation. Hein. Si on va chercher des shitcoins sur la DeFi, on peut trouver pire que ça, c'est évident. Mais voilà, dans les gros projets en tout cas, Avalanche, 27% d'inflation entre le 1, 2, 3 janvier 2022 et 25 décembre 2022. C'est quand même vachement élevé. On a DOT aussi qui a noté plus 16% sur cette année. The Merge, c'est arrivé en cours de l'année. Donc forcément, au début, c'était beaucoup plus inflationniste, donc ça se voit. Mais je pense que sur 2023, c'est même quasiment sûr pour moi, Ethereum sera moins inflationniste que BTC, c'est quasiment sûr. BNB qui a été déflationniste, bon ça c'est pas trop étonnant. Alors le BNB c'est un token un peu spécial, il est détenu sur, enfin la majorité des BNB est détenue sur peu d'adresses, mais c'est normal entre guillemets parce qu'il y a des adresses qui sont prévues justement pour burner des BNB, il y a des adresses de dev, etc. Il y a sûrement l'adresse de CZ aussi, il y a moyen. Il y a des adresses aussi de Binance, hein, où ils ont les fonds des clients. Ou en tout cas, ils disent avoir les fonds des clients, on ne sait pas. Mais voilà, le BNB, il baisse en termes de tokens en circulation. Pas très étonnant quand on connaît un petit peu, quand on sait la manière dont le BNB est rodé. Par contre, au niveau des stablecoins, pourquoi j'ai calculé l'inflation puisque c'est une crypto qui reste toujours à 1 $. En fait, c'est pour voir en une seule donnée si c'est un stablecoin
qui a pris plus de place dans les cryptos ou pas. Alors il y a la dominance aussi qui nous permet de voir ça, mais en termes d'inflation, ça veut dire que sur l'USDC, on a commencé l'année avec 42 milliards d'USDC en circulation, 42 milliards et des poussières, et là en ce moment on en a 44 milliards et des poussières. L'USDT, on a commencé l'année avec 78 milliards, maintenant il y en a 66 milliards, ça veut dire potentiellement que le marché a perdu un petit peu confiance en l'USDT, ce qui est pas plus mal, hein. J'en ai encore beaucoup de l'USDT personnellement, mais c'est pas plus mal, hein. Je pense que j'en ai moins en termes de proportion comparé à début 2022. On a le WBTC, alors c'est le wrapped Bitcoin, donc c'est du Bitcoin représenté sur Ethereum, donc forcément on a de la déflation dessus, mais ça veut juste dire que il y avait au tout début 2022 250 000 BTC émis entre guillemets sur Ethereum, et là il y en a juste moins, mais ça veut pas dire qu'il est plus backé ou quoi que ce soit, évidemment. Tron, ça m'étonne qu'il soit déflationniste, mais pourquoi pas. EGLD aussi, EGLD pas mal inflationniste, 20% quasiment, le Trust Wallet Token et le VVS. Je l'ai pris que pour cet exemple, voilà. Quand vous allez sur des petites cryptos de la DeFi, vous avez des cryptos qui sont ultra inflationnistes, et c'est ce que je voulais vous montrer vite fait par rapport au VVS. On va aller voir les données vite fait sur CoinGecko. En termes de prix, je vous spoil tout de suite, il a fait plus de moins 90%, mais en termes de TVL, regardez la market cap sur un an, elle a pas tant baissé que ça. Tout début 2022, oula décidément, on était autour de 200 millions de market cap. Aujourd'hui, on est autour de 100 millions, je fais des gros arrondis, hein, mais globalement, la market cap sur le VVS a été divisée par 2. Son prix a été divisé par un truc comme 16, je crois, de tête, un truc comme ça, 16 ou 17. Donc voilà, faites très attention aux cryptos qui sont inflationnistes comme ça, c'est très vicieux sur du long terme. Je vais pas prendre l'exemple du GST, je pense qu'on a assez tiré sur l'ambulance pour cette année. La dominance, c'est la place que prend une crypto par rapport à l'ensemble du marché crypto. Donc actuellement, la dominance du BTC, on peut la trouver facilement sur TradingView. On fait BTC.D et on a la donnée ici. Ethereum a perdu de la dominance, ça veut dire que Ethereum représente une plus petite partie du marché maintenant. C'est pas non plus très significatif, moins 3%, hein, pareil pour BTC. Et puis c'est une très grosse crypto, donc forcément ça fluctue beaucoup moins. Les stablecoins aussi, ça a beaucoup augmenté, mais c'est logique, hein. C'est des cryptos qui restent à 1$ en termes d'offres. Ça n'a pas spécialement bougé, donc voilà, ça prend naturellement de la dominance, puisque la dominance, tout est calculé par rapport au dollar. Solana, très grosse perte de dominance, mais c'était prévisible. XRP, qui a pris pas mal de dominance. Qu'est-ce qu'on a? Dogecoin, plus 27%. Et je me souviens qu'il y avait un live où à un moment on m'avait posé la question, ou je m'étais posé la question, je sais plus, est-ce que si je devais choisir entre un des deux, j'aime pas les deux spécialement, mais si je devais choisir entre Dogecoin et Shiba, lequel je prendrais? Et j'avais dit Dogecoin. Je préfère largement le Dogecoin parce que, alors certes il est inflationniste, Shiba est déflationniste, mais Shiba, c'est pas clair du tout. Il y a plein de Shiba qui étaient détenus sur des adresses. Le Shiba a été inflationniste sur 2022. Alors en réalité, il y a des Shiba qui ont été brûlés, mais en fait, il y a des Shiba qui étaient sur des adresses qui étaient loquées, j'imagine, et qui ont été libérées sur 2022. Donc ça a rajouté des Shiba en circulation. Et puis le fait qu'on échange du Shiba sur des échangeurs centralisés, quand on fait une transaction, il n'y a pas de burn, donc voilà, sur le long terme, ça va pas aider ce genre de crypto à être déflationniste. Et pour moi, une crypto déflationniste à 10%, c'est une grosse connerie. Je trouve que le modèle ne marche pas du tout sur le long terme. Peut-être que je me trompe, mais moi, j'y crois pas un seul instant. Un modèle plus comme le BNB, alors c'est peut-être pas le modèle parfait, mais déflationniste avec un taux raisonnable comme ça, ok, pourquoi pas. Vous avez EGLD aussi qui a perdu énormément de dominance. Après, c'est pas ultra pertinent de descendre en dessous du top 20, voire du top 30, parce que vous êtes sur des pourcentages de dominance qui sont parfois en dessous de 0,1%, donc c'est pas ultra pertinent. En termes de change, en termes de performance du coup sur l'année, le marché crypto en termes de performance sur l'année, c'est moins 65%. Donc ça veut dire que toutes les cryptos qui ont fait moins 65% ou pire, ils ont fait globalement pire que l'ensemble des cryptos. Et s'il y a une crypto qui a fait un meilleur score que ça, ça veut dire qu'il a surperformé le marché crypto. Donc on va voir comment ça s'est passé. Bitcoin est très proche des moins 65%, c'est pas étonnant. Ethereum, il est un peu en dessous, mais il est très proche, c'est pas étonnant non plus. BNB, comme je l'ai dit, voilà, ils ont fait un plutôt bon bear market. Mine de rien, par rapport à tout le FUD qu'il y a eu sur Binance et tout, je suis quand même étonné que le change soit que de moins 54%. Je m'attendais à pire pour le BNB, mais sincèrement,
c'est plutôt ok, c'est cool pour eux. L'USDN a pris 63 places en plus dans le classement. En termes d'inflation, il y a plus d'USDN en circulation maintenant. J'ai pas vu la dominance, mais il a forcément augmenté. Il a commencé l'année, il était un petit peu DPEG. Maintenant, on va le voir, hein, les chiffres d'aujourd'hui, il est à 52 centimes. Cette crypto, elle défie un petit peu toutes les données, c'est marrant. Elle est montée dans le classement, mais c'est un stablecoin qui s'est pété la gueule. L'UST, lui, il s'est écroulé dans le classement. Il était 22e et maintenant il est 113e. À mon avis, c'est parce que c'est encore un peu frais pour l'USDN. En termes de bons players, on a le Trust Wallet Token, plus 88%, il a fait une bonne perf sur l'année. Évidemment, hein, c'est le gros pump qui a été fait par CZ sur Twitter. Il a beaucoup mis en avant Trust Wallet et puis même maintenant Trust Wallet, ils intègrent directement Binance. Hein. OKB, le token de OKX, moins 21%, plutôt bonne perf sur l'année. C'est pas parce que Elon Musk s'est mis à suivre OKX, hein. Le token était déjà stable sur cette année. Je sais pas pourquoi il a fait une aussi bonne performance. Si vous regardez la plupart des tokens d'échangeurs, ils ont pas fait d'aussi bonne perf à part le Léo. Un truc un peu humiliant, c'est Dogecoin qui a fait moins 56% sur l'année. Encore une fois, il a fait mieux que Shiba, donc il valait mieux avoir du Dogecoin cette année. Mais c'est humiliant dans le sens où il a fait une meilleure perf que BTC, il a fait une meilleure perf que TH, bon, il a fait une meilleure perf que Ripple. Bon, déjà Ripple a fait une bonne perf, je trouve, par rapport à d'autres cryptos. Dogecoin a fait une meilleure perf que EGLD, que la plupart, en fait, je pense, des projets que vous suivez. Hein, c'est grandement possible. Litecoin aussi qui a fait une plutôt bonne performance. Alors là, on peut voir l'évolution des cryptos. Celle que j'ai mis en bleu, c'est celle que j'ai dans mon portefeuille. Celle que j'ai mis en bleu clair, c'est celle que j'ai un tout petit peu dans mon portefeuille. On revient sur le tableur. Là, c'est le DCA que j'ai fait à titre personnel sur le BTC. Donc pour vous dire que c'est pas forcément, je suis pas un génie ou quoi que ce soit, le prix moyen d'achat sur le BTC c'est 18 000 $, et la dernière fois que j'ai passé un achat sur mon DCA c'était le 23 décembre 2022 à peu près 16 800 $. De base j'avais un plan, c'était d'acheter sur toutes les journées de baisse. Donc en fait je regarde sur le graphique les journées où on a fait une bougie rouge. Si on a une bougie rouge, le lendemain j'essaye d'acheter. Je dis j'essaye parce que des fois j'oublie ou des fois j'ai pas le temps. Là il y a eu le rush de Noël donc j'avais pas spécialement envie de m'embêter et j'ai plutôt bien fait parce que déjà on est redescendu aujourd'hui et parce que ça a pas tant bougé que ça. Et selon l'intensité, selon la baisse qu'il y a eu, je vais avoir tendance à acheter plus. Et j'avais mis des paliers comme ça, mais voilà, globalement on va dire sur une journée où on a moins de 1% de baisse, je vais acheter 5 $ de crypto, et sur une journée où on a 5% de baisse, je vais acheter 30 $ de crypto. Vous voyez que je vais être plus vénère. Et je me suis mis des stablecoins de côté sur mes cryptos. J'ai alloué une certaine partie de mes stablecoins pour faire mon DCA. J'avais la chance déjà d'avoir commencé l'année avec beaucoup de stablecoins et c'est toujours le cas. Je suis toujours autour de 70% stablecoin et j'ai prévu de le faire jusqu'au 31 décembre 2023. Éventuellement 1er janvier 2024 si le 31 décembre s'avère être une journée de baisse. Voilà, c'est mon plan, je compte le faire jusqu'à fin 2023. Peut-être que je continuerai sur l'année 2024, à mon avis j'aurai encore du budget pour. Parce que c'est pas un DCA linéaire, c'est pas un DCA sur lequel je vais mettre 50 $ toutes les semaines et là je pourrais calculer en fait combien j'ai besoin jusqu'à fin 2023. Là je suis obligé de faire des estimations et forcément j'ai fait une estimation très haute. Je crois que j'avais fait une estimation abusée si je faisais un DCA avec je sais plus combien de dollars tous les 2 jours. Mais ça n'arrivera pas, hein. On va pas, en moyenne on fait peut-être une bougie de baisse tous les 2 jours, mais je crois que j'avais pris que j'avais pris un scénario où tous les 2 jours j'achète avec de manière agressive, donc quand il y a des grosses baisses, et ça arrive pas tous les 2 jours évidemment. Donc à mon avis j'aurai du surplus, je pourrais continuer un petit peu en 2024, on verra comment le marché aura évolué d'ici là. Mais pour l'instant ça se passe comme ça. Quand on a eu le regain d'intérêt là vers le mois de novembre, quand on est repassé au-dessus des 20 000 $, ah forcément mon prix moyen il était déjà dans les 18 000, j'étais bien. Franchement à ce moment là j'étais plutôt bien, je me frottais un petit peu les mains, je me disais ça remonte. Bon, je me suis fait rattraper par la nature, hein, mais bon je suis pas ça avec impatience, hein. Justement je prends mon temps, le DCA continue. On va aller faire une petite rétrospective de tous les hacks et toutes les grosses mauvaises news qu'on a eu dans l'année. J'ai eu le temps de noter que les grosses mauvaises news qu'il y a eu sur cette année. Forcément on peut équilibrer, il y a eu quand même beaucoup de bonnes news sur cette année. Premier fait notable de cette année 2022, alors je pense que vous en souvenez pas, hein, et vous étiez peut-être pas déjà sur le marché à ce moment-là. 19 janvier on a eu un article de Rect. Crypto.com, alors j'ai acheté un petit peu de CRO récemment, mais Crypto.com ils avaient une plutôt mauvaise news au début de l'année puisqu'ils avaient eu une fuite de 444 BTC. Deuxième gros fait de l'année 2022, le hack de Wormhole. Wormhole qui est
qui était en tout cas un des plus gros bridges sur la DeFi. Donc c'est toujours là d'ailleurs hein, qu'on a le plus gros point faible sur la DeFi, c'est sur les bridges. Pour rappel, un bridge ça sert à passer d'un écosystème à un autre. Par exemple, on peut échanger des USDC de la blockchain Polygon vers la blockchain Phantom, vers la blockchain Ethereum. 326 millions de dollars à ce moment-là. Alors dans le lot, il me semble qu'il y avait des stablecoins, mais je suis pas sûr à 100%. En tout cas, il y avait pas mal d'Ethereum. C'était peut-être que des Ethers, autant pour moi. C'était au niveau de Solana. 3 février 2022. Hein. Déjà 3 février 2022, je me souviens. Il y a eu Wormhole et il y a eu tout au long de l'année, hein, sincèrement, il y a eu plein de petits hacks sur Solana. Alors je veux pas que ça se transforme en live où je finis par dire oui, je suis sorti de FTX, oui, j'avais vu Luna, oui, Solana, j'avais dit que c'était pas bien dès le début de l'année, mais bon, désolé, voilà, Solana, je l'avais dit, hein, et j'ai déjà fait des lives aussi sur CF, j'en faisais déjà. Il y a eu tellement de hacks sur Solana, je pense que c'est une des blockchains qui a été le plus hackée cette année. Hein. Donc Ronin aussi, encore un bridge, là c'est pire, hein, c'est 624 millions de dollars, encore énormément d'Ethereum. C'est assez ouf en fait de voir comment dans les hacks il y a eu énormément d'Ethers qui ont été volés et qui ont été dumpés. Hein. Il y a beaucoup d'Ethers qui ont été dumpés pour des stables aussi. Hein. Ronin Network, en fait, c'est le network qui est derrière Axie Infinity. Le plus drôle, en fait, sur ce hack, c'est que personne ne s'en était aperçu pendant quasiment une semaine. Ça, c'est humiliant. Sincèrement, c'est humiliant, je trouve, pour Ronin. Je sais pas comment ça a évolué depuis. En tout cas, Axie Infinity, ça existe toujours. C'est toujours valorisé. C'est toujours assez bien valorisé, je trouve. Donc, bon... Pourquoi pas, gros hack en tout cas du côté de Ronin. Prochaine news, Luna, évidemment. Début mai, mi-mai 2022, pardon, on a eu le crash du Luna et de l'UST. On va pas revenir dessus, vous en avez sûrement énormément entendu parler, donc c'est surtout les conséquences qu'il y a eu après ça. FTX est une des conséquences d'ailleurs, mais on a aussi eu sur l'instant T les protocoles de prêt et d'emprunt, parce que sur certains, on avait de l'UST, on pouvait mettre de l'UST en preuve de dépôt, et forcément Venus, sur Venus, ça a généré de la mauvaise dette. Sur Bliss Finance, qui est sur Bliss, c'est sur quoi? C'est sur Avalanche, je crois aussi, voilà. Il y a eu des problèmes de liquidation et tout, je rentre pas trop dans le détail, parce que là, c'est de la DeFi pure et dure, mais je me souviens qu'il y a eu des gros soucis à ce moment-là. Il y a un protocole aussi qui était sur Phantom, qui est limite mort à ce moment-là en fait. Il y a des liquidations qui ne sont pas faites, il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent à ce moment-là parce qu'ils avaient de l'UST. Harmony aussi. Alors, quand on avait fait vite fait la petite rétrospective sur les blockchains, Harmony a pris mais méga cher, c'est une des blockchains qui a pris le plus cher, et ça n'a pas aidé en fait le fait que le bridge se fasse hacker sur Harmony. Il y a 100 millions de dollars qui sont sortis d'un coup. À ce moment-là, la blockchain pesait pas trop cher. Curve, alors c'est pas un hack de Curve, c'est une attaque DNS. Quand vous alliez sur le site de Curve, il y avait quelqu'un qui avait fait en sorte d'afficher une fausse page de transaction MetaMask, et si vous aviez le malheur de passer cette transaction, en fait, vous envoyiez au hacker, tout simplement. Je sais plus comment ça s'était passé, mais il me semble que les utilisateurs n'avaient pas perdu leur argent, ils ont pu récupérer leurs sous-sous. Le hack du BNB Bridge, alors au tout début, il y a eu quasiment 600 millions de BNB qui ont été créés, donc 2 millions de BNB, mais au final, il n'y en a que 127 millions de dollars qui ont été envoyés sur Tornado Cash, donc un quart à peu près de ce qui a été hacké entre guillemets, donc c'était pas un si gros hack que ça, mais quand même ça la fout mal pour le BNB. Mango Markets, je l'ai plus souligné parce que il y a eu toute l'histoire avec le gars qui revendiquait avoir fait cette attaque et tout, et après il avait lancé un shitcoin il avait lancé le Mango Inu, et il avait fait pump et tout, il s'était fait 100 000 balles comme ça, enfin l'histoire était plutôt marrante autour de Mango Markets. Il y a aussi le fait que il a volé 100 millions de dollars, et grâce au token Mango, il y a une gouvernance et on pouvait voter si oui ou non, il y avait eu une proposition si oui ou non le hacker rendait genre 60 millions de dollars sur les 110 millions de volés, et ça a été accepté à 98%, mais dans les 98%, il y a le hacker qui avait beaucoup de parts sur le vote, donc l'histoire était incroyable. Franchement, ça m'avait fait bien rire. Le dernier gros truc à souligner, c'est FTX, évidemment. On va pas en parler plus, hein, mais voilà, fallait le souligner. Ça s'est passé cette année, c'était... J'ai même pas de commentaires. C'était horrible, affreux, voilà, dégueulasse. Dernier fait notable, c'est le hack qu'il y a eu sur ANKR, donc le fameux token synthétique du BNB,
qui était émis par ANKR et du coup les répercussions qu'il y a eu sur Helio et le stablecoin HAY. Ça, j'en ai parlé dans un live récemment, donc je vais pas expliciter plus. Donc globalement sur 2022, YouTube m'a rapporté 500 €. Voilà, c'est clairement, je sais comment vous êtes, c'est la première donnée que vous avez regardée, me mentez pas. Allez, comme vous êtes dans les cryptos, peut-être que vous allez regarder le graphique avant, mais me mentez pas, c'est forcément cette donnée-là. Voilà, vous l'avez, vous êtes content. À part si vous faites des partenariats, et encore je suis même pas sûr, à mon avis, vous n'avez pas le droit de divulguer l'argent du partenariat, mais normalement vous êtes totalement libre de montrer vos revenus publicitaires de YouTube, il n'y a rien qui vous en empêche. Donc 162 000 vues sur l'année, on voit clairement qu'il y a une grosse baisse d'intérêt sur l'année, et mine de rien c'est marrant, hein. Alors c'est peut-être mon contenu qui plaît pas, évidemment, il y a des biais, mon contenu ne plaît peut-être pas, peut-être que je m'adresse à une niche qui est trop DeFi et c'est des gens qui sont déjà sortis du marché, c'était juste un moment de hype et ils s'intéressent plus du tout à la DeFi, donc ils s'intéressent plus à ma chaîne, peut-être, il y a sûrement des biais. Mais voilà, globalement ma chaîne a bien baissé en termes de vues, je sais pas si on peut avoir moins 22% de moins par rapport à la période précédente. Là on peut voir les vidéos qui ont fait les meilleures performances sur 2022 et les 3 meilleures vidéos c'est 3 tutoriels Ledger et est-ce que ça m'étonne? Bah non, pas un instant. Mes vidéos sur Ledger, elles ont pump en termes de vues quand il y a eu le crash de FTX, c'est tout à fait logique en fait. Je vous souhaite encore une fois une bonne soirée, bonne nuit, à l'année prochaine du coup, ça fait drôle à dire mais à l'année prochaine. Allez, ciao tout le monde.